D'abord, mes remerciements à Robert Klapisch pour l'invitation. Malheureusement, je serai ici peu de temps parce qu'il y a, hélas, comme toujours, d'autres obligations à satisfaire et dès ce soir, je dois être à Rabat. Cependant, c'est un plaisir d'être parmi vous, de répondre à l'invitation et de vous féliciter parce que nous sommes tous confrontés, enfin pas confrontés, mais en tout cas, nous sommes tous des spectateurs de la quantité considérable d'événements qui se déroulent aujourd'hui sur l'Afrique. Tout le monde s'occupe de l'Afrique. C'est le continent qui attire, c'est le continent de Shining Africa, évidemment les taux de croissance de certains pays sont absolument extraordinaires. Quand nous autres en Europe, nous rampons à 0% ou à 0,5%, il y a des 8, des 9, des 11%. D'autre part, bien sûr, les ressources naturelles, le pétrole, l'or, les minerais, tout le monde évidemment convoite ces ressources. On dit que dans 2050, l'Afrique surpassera la Chine. Et il y a juste quelques jours, 2 semaines, à Abuja, il y avait le World Economic Forum qui, bien entendu, a parlé surtout d'économie. Il n'a pas parlé de science, comme nous le faisons aujourd'hui. Donc c'est évidemment très utile que quand même les scientifiques aussi prennent la parole pour dire parfois la vérité. Parce qu'il y a évidemment ce côté brillant, shining de la monnaie, mais il y a l'autre côté de la monnaie. Eh bien, on l'a dit, il y a 220 millions de personnes qui souffrent de faim et de malnutrition en Afrique. Ce n'est pas admissible quand c'est un continent qui peut parfaitement se nourrir, vu ses ressources naturelles, vu ses potentialités et vu aussi la qualité de ses ressources humaines. Alors, on les loue en ce qui concerne les télécommunications, on les loue en ce qui concerne les ordinateurs, mais ils existent aussi dans les sciences agronomiques, les sciences naturelles, l'exploitation forestière, etc. On est loin quand même des périodes du colonialisme. Il y a eu des Africains qui sont formés et qui prennent en main leurs pays respectifs. Mais malheureusement, il faut faire le constat. Il y a une négligence depuis les années 60 de l'agriculture. C'est le seul continent où, pendant 35 les dernières années, la production agricole a diminué. On a raté la révolution verte des années 60, alors que l'Amérique du Sud et l'Asie en profitaient largement. On est passé à côté en Afrique. Pourquoi ? Mauvaise gouvernance, peu d'intérêt, pas de ressources à ce moment-là disponibles. Et en juillet 2003, tous les chefs d'État et de gouvernement réunis à Maputo déclarent solennellement qu'ils devaient, d'ici 2010-2011, doubler le budget consacré à l'agriculture pour arriver à 10% du budget total. Enfin, en 2003, on prenait conscience que l'agriculture était et pouvait être le moteur du développement. Et ni les métaux, ni le pétrole. On va donner un exemple, le Nigeria, qui va vous illustrer véritablement la situation paradoxale de l'Afrique. Donc, que disait-on à Abuja, que disait-on à Maputo, pardon ? Eh bien, c'est qu'il fallait faire quelque chose. Eh bien, des pays l'ont fait aujourd'hui. L'Éthiopie l'a fait. Où sont les familles bibliques de l'Éthiopie ? Fini. L'Éthiopie, aujourd'hui, exporte dans certains domaines, et notamment dans un domaine comme les fleurs, les légumes, les fruits, etc. Il y a une banque à Addis Abeba sur précisément les produits agricoles. Le Rwanda l'a fait. Dans une certaine mesure, le Maroc l'a fait, et ainsi de suite. Nous avons donc des pays qui ont pris conscience que l'agriculture était, comme on dit en anglais, un asset, et pas un burden, et pas un poids. Donc, avant que je passe évidemment au sujet qu'on m'a demandé de traiter, c'est-à-dire la contribution modeste pour l'instant que les cultures génétiquement améliorées ou modifiées peuvent apporter à l'amélioration de l'agriculture africaine, je voudrais vous dire avec le Nigeria. Alors voilà un pays, c'est le plus grand de l'Afrique, c'est un des plus grands du monde sur le plan de la population. 60% des 60%, je répète, des 167 millions
de fermiers, de gens, sont des fermiers au Nigeria, selon le Bureau national des statistiques de 2012. La Banque centrale du Nigeria indiquait qu'il représentait 41% du produit intérieur brut. 41% contribution de l'agriculture. Ce n'est pas le pétrole, c'est l'agriculture qui fait 41%. Et pourtant, le Nigeria importe tous les ans 11 milliards de dollars de nourriture. 11 milliards de dollars. Le Nigeria est aujourd'hui le plus gros importateur de riz du monde, tenez-vous bien. Alors que le Nigeria pourrait se nourrir, vu les terres dont il dispose, vu la qualité de ces terres, etc. Et d'ailleurs, le président, qui s'appelle, comme vous le savez, Good Luck, bonne chance, Jonathan, eh bien, a déclaré qu'en 2015, le Nigeria n'importerait plus de riz. Espérons que la promesse sera tenue. En 2050, nous aurons très probablement 400 millions de Nigériens. 400 millions. Et pourtant, la croissance du produit agricole, c'est seulement 5%. Alors vous verrez donc à ce moment-là comment on va essayer de tenir cette gageure absolument extraordinaire. Eh bien, on paye finalement, nous payons la négligence, la mise de côté de l'agriculture au profit, y compris de la part des bailleurs de fonds, qui ont une responsabilité considérable, au premier rang desquels la Banque mondiale. Tous, ah oui, les complexes industriels, oui, les complexes touristiques, oui, les infrastructures. Bien sûr qu'elles sont utiles. Mais on a oublié le fait qu'il fallait d'abord nourrir les gens. Eh bien ça, on n'a pas donné d'argent pour ça, il fallait que les pays, n'est-ce pas, trouvent par eux-mêmes le moyen. Donc c'est clair, M. Debar l'a dit, je ne vais pas le répéter, mais je voudrais insister qu'il faut un investissement massif dans l'agriculture, de la part des États d'abord, parce que les États ont des ressources qu'ils gaspillent, parce que là nous arrivons à des problèmes de gouvernance dont nous n'avons pas à traiter ici, mais vous pensez bien le rôle important qu'ils jouent, la corruption, la non-distribution égalitaire de la richesse nationale, tout cela, bien sûr, a un impact. Et gardez toujours à l'esprit, petite agriculture, pauvreté. On sort les gens de la pauvreté, c'est en améliorant, évidemment, l'agriculture, la petite. Donc, l'Afrique a besoin d'une révolution verte. Elle a besoin d'une révolution, comme nous disons, doublement verte, et qui soit pro-gender, c'est-à-dire les femmes jouent un rôle considérable en agriculture. Elle doit être pro-environnementale, ne pas dégrader un environnement qui souvent l'est déjà au profit de l'agriculture, et elle doit être évidemment pro-ressources, c'est-à-dire, et pro-pour, c'est-à-dire pour les pauvres d'abord. Je crois qu'en effet, ce serait une grave erreur, malgré l'attractivité des grandes plantations, bien entendu les cultures de rente, le cacao. Regardez le cacao, 35% d'augmentation. Vous allez payer vos barres de chocolat. Attendez encore parce qu'il faut à peu près 6 mois entre la hausse au niveau du producteur et la tablette. Ben vous allez les payer 35% de plus. Pourquoi? Parce que nous avons effectivement une grosse demande et nous avons une récolte qui, cette fois-ci, n'a pas été bonne. Et puis, il faut réhabiliter les cacaoyères. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui sont côte à côte d'ailleurs, et qui sont les deux producteurs mondiaux, sont en train, évidemment, de voir là. Mais au-delà de ça, au-delà du caoutchouc, au-delà de la foresterie bien faite, il y a l'agriculture de subsistance, l'agriculture familiale. C'est le pivot fondamental. Si nous voulons que l'Afrique soit moins pauvre, c'est là-dessus qu'il faut mettre, comme on dit en français, le paquet. Et si on ne le fait pas, eh bien, on va encore rater le train et on laissera l'Asie, l'Amérique du Sud, qui est en bonne voie dans cette direction, faire leur révolution verte, la deuxième, et nous raterons de nouveau la seconde révolution. Donc attention, il y a là véritablement danger. En ce qui concerne les biotechnologies, toutes les études qui ont été faites par la FAO, par aussi l'Institut français de recherche pour le développement, l'IRD, c'est de dire au fond qu'on a une situation qui varie depuis l'indifférence. Au Maroc, par exemple, parler de culture génétiquement modifiée, c'est presque aberrant. On ne s'intéresse pas.
on s'en moque. Ça n'existe pas. Par contre, bien sûr, on fait de la biotechnologie végétale classique, traditionnelle, mais tout à fait aussi honorable. Culture de tissus végétaux, culture d'organes, sélection assistée par marqueurs, meilleure sélection des plantes, oui. Mais aborder l'ingénierie génétique, on n'aime pas ça, on se demande, on a donc un débat qui ressemble en mini à celui qu'il y a en Europe. On n'est pas loin de l'Europe, donc on a peur de représailles, à ce que nos produits vont être achetés, etc., etc. Les Américains du Sud ont osé, et ils le font. Hein, vous comprenez? Donc, il faut peut-être un jour oser. Alors, quelquefois aussi, le prince héritier n'aime pas ça, ou le chef de l'État. Donc, il y a, si vous voulez, des préjugés un peu contre, parce qu'on se dit, ah oui, oui, mais les organismes génétiquement modifiés, qu'est-ce que c'est? Bon. On a donc des débats dans certains pays africains qui ressemblent. Il y a bien entendu la puissance de certaines ONG qui sont contre. C'est clair. Mais il y a aussi des scientifiques qui se battent et qui essayent de démontrer que ça peut être utile. Donc la FAO, par exemple, qui a fait une étude sur 19 pays, qui inclut au moins 6 pays africains, arrive à la conclusion que même pour cette petite agriculture, des biotechnologies avancées, donc d'ingénierie génétique, peuvent être utiles. Prenons par exemple, je vais prendre maintenant quelques exemples simplement à titre d'illustration, ils ne sont pas exhaustifs. Je les ai dans mon dernier livre en détail, le Burkina Faso. Le Burkina Faso, c'est le deuxième pays africain producteur de coton derrière l'Égypte. Le deuxième. Et c'est l'or blanc. Pour les Burkinabés, c'est véritablement un or blanc et en plus un excellent coton, produit dans de très bonnes conditions, qui n'est pas subventionné ou très peu, comparaison avec le coton américain, n'est-ce pas, avec lequel ils doivent entrer en compétition sur les marchés internationaux, ils arrivent à gagner. Pourquoi? Parce qu'ils ont forcément des coûts de main-d'œuvre moins chers, des coûts d'exploitation réduits, et surtout, ils ont adopté le coton génétiquement modifié depuis 2008. Depuis 2008, il y a au Burkina Faso quelque chose comme aujourd'hui 260 000 hectares cultivés avec du coton BT. C'est le coton résistant, bien entendu, aux parasites, aux insectes, essentiellement, qui a été mis au point par Monsanto. Et d'ailleurs, il y a une copropriété de l'État burkinabé et de Monsanto sur les variétés utilisées. Parce qu'une des critiques que l'on fait en général, c'est de dire « Ah, c'est les multinationales, c'est Monsanto », mais il n'y a pas que Monsanto, il y a Pioneer, il y a DuPont, comme par hasard, elles sont la plupart américaines, nord-américaines, ce sont elles qui tiennent l'alimentation ou l'agriculture de ces pays. Ce n'est plus vrai. D'abord parce que beaucoup de pays comme l'Inde, la Chine ont produit leurs propres variétés génétiquement modifiées. Ils n'ont plus besoin, à la limite, de celles de Monsanto. Et, comme dans le cas du Burkina, qui n'est pas encore arrivé à ce stade, il y a un co-sharing, il y a un partage équitable. En tout cas, il est négociable, ce qui est déjà une chose importante, des profits de ces variétés. Donc aujourd'hui, nous arrivons à une production de l'ordre de 700 000 tonnes, ce qui est et qui utilise, voyez-vous, pratiquement 60%, qui produit 60% des revenus d'exportation du Burkina Faso. 60%, voyez-vous, avec le coton transgénique. Ça donne du travail aux gens, ça permet de faire travailler toute une filière, et je répète que c'est du bon coton. Puisqu'on a parlé d'Égypte, parlons d'Égypte. Eh bien, en Égypte, on importe du maïs transgénique depuis assez longtemps, c'est du maïs américain. L'Égypte est un des plus gros acheteurs de maïs américain, c'est aussi un des plus gros acheteurs de blé français. Vous voyez, l'Afrique du Nord dépend beaucoup de la production européenne et notamment française. Le Maroc, même dans les bonnes années agricoles, ce qui malheureusement ne va pas être le cas cette année, importe du blé tendre de France et un peu de blé dur, mais surtout du blé tendre parce qu'il faut faire de la farine. Donc nous sommes en Afrique du Nord des pays déficitaires, importateurs, et là l'effort agricole, même
même malheureusement, je suis pessimiste, surtout avec le changement climatique, même avec les gros efforts, nous resterons importateurs. Alors évidemment, des pays comme l'Algérie ont les moyens de payer, ils ont la rente pétrolière, mais un pays comme le Maroc a moins de facilité de paiement, la Tunisie, la Libye, pas de problème, ils sont peu nombreux, etc. Mais nous sommes dans un pays à la fois de stress hydrique et en même temps d'importateurs nets de céréales, essentiellement puisque nous sommes des mangeurs de pain dans ces régions et pas de riz, bien entendu. Eh bien, en 2011, 6 millions de tonnes ont été produites en Égypte de maïs et 4 millions de tonnes ont été importées des États-Unis. Donc, une variété de maïs BT a été également mise au point par un croisement intéressant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, entre une variété locale qui s'appelle Agib et une variété de Monsanto par des chercheurs en Afrique du Sud. Puis ensuite, elles ont été amenées en Égypte depuis 2012, elles ont été testées et on a vu qu'elles étaient particulièrement résistantes aux chenilles, n'est-ce pas, qui forent les tiges et qui par conséquent font que les pieds de maïs s'effondrent, et sans compter des mycotoxines, et que là nous avons en conséquence une possibilité intéressante. L'Égypte pourrait peu à peu, actuellement elle plante 2000 hectares de maïs BT, ce n'est pas beaucoup, mais il y a, semble-t-il, espoir de progresser. Alors, nous allons vous promener maintenant en Afrique de l'Est, le Kenya, l'Ouganda. Alors là, nous sommes dans des pays un peu paradoxaux. C'est-à-dire qu'il y a des lois, par exemple, de Biosafety Law, des lois de biosécurité. Il y a des lois qui organisent, si vous voulez, le domaine, mais il y a encore des hésitations. Il y a un rôle important des ONG contre les plantes génétiquement modifiées et les cultures en particulier, mais il y a en même temps au niveau du gouvernement des lobbies qui parfois font basculer l'équilibre dans le sens de oui, nous pouvons adopter. Alors, s'ajoute là-dessus la crise de 2008 alimentaire, l'augmentation considérable des prix alimentaires, s'ajoute la sécheresse du Nord Kenya. Eh bien, le pays a bien été obligé de reconsidérer sa position et aujourd'hui, on espère une commercialisation du maïs BT très proche et du coton BT en probablement fin de cette année, début 2015. Donc le Kenya s'oriente qu'à un cas, si l'on peut dire, dans cette direction. Quant au Nigeria, l'exemple que je vais donner est surtout celui du cowpea, du Vigna, n'est-ce pas, Vigna unguiculata. C'est la légumineuse africaine indigène la plus consommée et le Nigeria en est le plus gros producteur et consommateur et même importateur. Nous sommes en train de parler de quelque chose comme 5 millions sur les 12 millions d'hectares de cowpea, de vigna, il y a à peu près 5 millions au Kenya, donc un peu moins de la moitié. Et il y a donc importation depuis 2004, mais avec un nouveau projet qui cherche à mettre au point un vigna résistant à l'insecte qui fait le plus de dommages et qui peut faire perdre jusqu'à 70% de la récolte. C'est un lépidoptère, Maruca vitrata. On pense que le Nigeria, le projet s'appelle Cowpea Productivity Improvement Project, le projet d'amélioration de la productivité du vigna. Et puis l'Afrique du Sud. Alors l'Afrique du Sud, c'est évidemment, comme toujours, la locomotive principale. En 1998, ils avaient approuvé le maïs BT, qu'ils cultivent largement. Depuis 2012, donc, il y a à peu près 2,9 millions d'hectares de cultures transgéniques en Afrique du Sud. Toutes les grandes compagnies multinationales sont là-bas. Il y a aussi des compagnies nationales. L'Afrique du Sud ne semble pas avoir de problème particulier avec ce type de culture. Quant à l'Ouganda, c'est intéressant aussi parce que nous avons cet aller-retour.
depuis 8 ans qu'ils délibèrent, ils ont fini par déboucher sur une loi nationale de biosécurité. Donc ils ont un cadre. Ce cadre va permettre de faire 2 ou 3 choses importantes. D'abord au niveau du bananier. Les Ougandais consomment, n'est-ce pas, sont les plus gros consommateurs de bananiers en dehors des questions de céréales. En dehors de céréales, la banane est l'aliment de base des Ougandais. Il ne s'agit pas de l'aliment, la banane dessert, il s'agit de la banane plantain qui est utilisée dans la cuisine locale et depuis, bien entendu, fort longtemps. Donc, on est en train de travailler sur des bananiers génétiquement modifiés qui résistent à 2 choses. D'un côté, le banana wilt qui est dû à une bactérie, c'est donc une maladie bactérienne, Xanthomonas campestris, et de l'autre côté, il y a la fameuse Sigatoga, qui est une espèce de rouille noire qui se met sur les nervures des feuilles et qui fait que petit à petit, le bananier, disons, voit ses feuilles complètement disparaître puisqu'elles ne peuvent plus faire de photosynthèse. Eh bien, il y a eu une opération intéressante de coopération, voilà un exemple de bonne coopération entre le NARO, qui est le National Agricultural Research Organization, c'est l'INRA, c'est l'ISRA, c'est l'EMBRAPA de l'Ouganda, un excellent institut, avec l'aide de l'Agence américaine de développement international, l'USAID, et avec l'Université Cornell, qui, nous le savons depuis fort longtemps, travaille sur l'agriculture génétiquement modifiée et qui a été véritablement à l'avant-garde de ces recherches, eh bien, ils ont mis au point des bananiers qui peuvent résister à ces 2 maladies, l'une bactérienne et l'autre fongique. En même temps, s'est greffé là-dessus un projet fort intéressant qui est d'enrichir la banane avec des ingrédients essentiels, par exemple du bêta-carotène, provitamine A, provitamine E, le zinc qui est très important, notamment pour les enfants sur le plan des capacités cognitives, et enfin aussi d'autres minéraux. Et ceci s'est fait également en Australie. Nous avons là-bas les bananiers, à Queensland, puisqu'on ne pouvait pas encore les importer en Ouganda, la loi n'étant pas prévue. Maintenant que le cadre de biosécurité a été fait, ces bananiers vont pouvoir arriver en Ouganda et vont pouvoir être, disons, d'abord sur des essais de terrain et ensuite multipliés. D'autres projets vraiment intéressants et d'avenir, c'est ce qu'on appelle le Water Efficient Maize for Africa, le projet WEMA. Ça, c'est un projet qui est soutenu par des fondations comme Bill and Melinda Gates, comme Warren Buffett Foundation, mais aussi, bien entendu, Monsanto et d'autres institutions qui permettent, dans quelques temps, de mettre à la disposition des fermiers africains un maïs résistant à la sécheresse. Car tous les pays africains ne sont pas des pays qui, comme le Congo ou le Bénin, n'ont pas besoin d'eau. Mais dès que nous passons dans la zone sahélo-soudanienne, là, il y a des sécheresses récurrentes. Donc, avoir un maïs qui pourrait, dans ces conditions, produire, et ça a été démontré, tout au moins dans les essais de terrain, 25% de plus que, si vous voulez, en période nul en période de sécheresse totale, puisque toute la récolte peut être perdue. Il y a là véritablement un saut qualitatif que les Américains vont faire. Ils vont cultiver ce maïs l'an prochain dans le Midwest, n'est-ce pas? Et il y aura donc des expériences, on en saura plus, de façon que, véritablement, vers l'Afrique, ce soit le maïs qui sera à l'avant-garde et qui pourra servir aussi dans tous les pays qui sont affectés par des sécheresses récurrentes. Et nous savons que, malheureusement, et par notre faute, le changement climatique va nous mettre en stress hydrique de plus en plus et dans beaucoup de régions. Enfin, et pour terminer, également en Ouganda, c'est l'exemple, il y a un très joli projet de mise au point de manioc résistant aux 2 grandes maladies virales qui atteignent le manioc. Vous savez que le manioc, c'est l'aliment dans le monde de 500 millions de personnes. C'est un des aliments de base glucidiques de l'Afrique.
Le Nigeria est le plus gros producteur de manioc, mais il est aussi le plus gros, rappelez-vous, importateur de riz. Hein. Et donc, mettre au point des variétés de manioc résistantes au virus de la mosaïque, d'une part, et au virus de la striure brune, d'autre part, sont des choses qui sont aujourd'hui quasiment faites dans les laboratoires. Il faut passer aux essais sur le terrain et ensuite, bien entendu, à la commercialisation. Et heureusement, ces deux projets se greffent sur un troisième qu'on appelle Bio Cassava Plus, c'est-à-dire un enrichissement du manioc en éléments aliments nutritionnels supplémentaires comme des provitamines, parce que le manioc est essentiellement de l'amidon. Donc, il faut ajouter quelques acides aminés, il faut ajouter des minéraux, il faut ajouter des provitamines et aussi réduire les glycosides cyanogénétiques. Vous savez que lorsqu'on pèle le manioc, n'est-ce pas, on le met généralement dans l'eau parce que ainsi on laisse se diluer ces glycosides cyanogénétiques qui produisent de l'acide cyanhydrique, qui n'est pas une bonne chose pour l'être humain. Donc on fait des variétés qui sont de moins en moins riches en ces glycosides et on va essayer également par la voie génétique, modification, de faire que les voies de biosynthèse de ces glycosides soient bloquées afin d'avoir au fond des variétés de manioc, disons, douces, hein, au lieu d'être amères, parce que ça leur donne aussi cette amertume. En conclusion, on peut voir qu'à travers ces exemples, il y a bien entendu un débat. Bon, nous avons un débat en Afrique, certains pays refusent les OGM, d'autres pays les ont acceptés, et dans mes premiers livres, en 1973-75, j'avais dit c'est un débat certes important, mais c'est un débat très européen, c'est un débat très pays développé, où la nourriture abonde. La solution à ce problème et sa réponse viendra des pays en développement. Ce sont eux qui donneront la réponse, parce que ce sont eux qui feront les choix. Évidemment, il faut que les choix soient fondés sur la rigueur scientifique, sur la qualité des travaux scientifiques. Et c'est ce que nous faisons, nous, les scientifiques, les biologistes, les généticiens, les nutritionnistes. On a de magnifiques projets de compétences. Et nous avons également des investissements importants parce que ces cultures, qui sont souvent des cultures qui ne sont pas sur le marché international. Par exemple, le marché du riz international, c'est un tout petit marché, pour comparer au marché du soja ou au marché du maïs. Il n'y a pas de marché du manioc sur le plan international. Il n'y a pas de marché du vigna ou d'autres petites légumineuses, n'est-ce pas, traditionnelles. Donc, ces développements scientifiques intéressants vont faire qu'il va y avoir des marchés. Le disait tout à l'heure M. Debat, les marchés locaux. Les marchés locaux vont devenir des marchés régionaux. Et ces marchés régionaux, bien entendu, ça va donner lieu à des bourses, à des stock exchange de produits alimentaires, à des échanges, etc. Et c'est là l'espoir que, à côté de la bonne agronomie, bien entendu, j'insiste là-dessus, les écoles d'agronomie, on les a oubliées. Bien entendu, les crédits. Allez dans n'importe quelle université aujourd'hui. Je suis allé, par exemple, au Chili récemment. On me dit, vous savez où vont les crédits? Ben, ils vont aux mathématiques, ils vont à la médecine. On oublie l'agronomie. Ah oui, non, mais il y a assez de nourriture, ce n'est pas la peine, vous en occupez pas. La bonne agronomie, la maîtrise de l'eau, le fertilisant, la fixation biologique de l'azote atmosphérique, la bonne agriculture dans le sens du labour et du semis sans labour, des no-till agriculture. Tout cela sont des paquets techniques importants auxquels viennent s'ajouter les cultures transgéniques comme un autre. Nous n'avons jamais dit, nous les scientifiques, que c'était la panacée, qu'on allait régler tous les problèmes avec les OGM. Pas du tout. Nous avons dit, c'est un instrument supplémentaire. À vous de savoir l'utiliser selon les cas. Il me semble que dans le cas de l'Afrique, on peut être optimiste. Il y a des évolutions intéressantes. Elles pourront faire tache d'huile. Bien entendu, chaque pays reste souverain. À lui de décider ce qu'il veut faire ou non des cultures transgéniques. Mais en tout cas, l'instrument est disponible. Il est là, à la disposition des gens. Et dans quelques années, vous verrez,
ce que je vous dis, le débat disparaîtra. Il disparaîtra parce qu'il n'y aura plus de transfert génétique. On va le faire autrement, en silence, en silenciant des gènes, en les rendant silencieux, en les surexprimant avec des biostimulants. On ne parlera plus de transgénèse. On ne parlera plus de ce mot de trans qui a tellement effrayé les gens, transgéniques, transsexuels, tout ça, ça fait dans l'esprit des gens. Non, mais il faut parler à des gens, disons, j'allais dire de culture moyenne. Moi, je ne suis pas en train de faire de l'élitisme, pas du tout. Mais il y a de l'ignorance. Et s'il y a de l'ignorance, évidemment, il y a de la réaction antagoniste. En diminuant l'ignorance, je pense, grâce à des essais de terrain, à des choses pratiques, concrètes, visibles, comme on est en train de faire dans des pays africains, on peut, je crois, dépasser ce stade et aller vers une amélioration sérieuse de la productivité agricole. Monsieur le Président, excusez-moi, j'ai dépassé un peu mon temps, mais je suis à votre disposition pour toute question. Thank you so much for your very comprehensive talk. It was a pleasure. I think I have just the time to take one question. Okay. I'll take two then. Okay. Alors, je ne résiste pas à une nouvelle récente qui est arrivée hier. C'est-à-dire que les responsables des principales organisations, INRA, IRD, CIRAD, ont protesté auprès de la ministre de l'Enseignement supérieur contre une mesure qui avait été prise qui consistait à libérer des faucheurs volontaires qui annihilent des travaux de recherche. Il ne s'agit pas de Monsanto, il s'agit de la recherche payée par le contribuable français. Et ça, c'est très triste parce que vous nous avez dit, M. Sassone, qu'effectivement, à échelle de, on va dire, 20 ans, 25 ans, dans un certain nombre de pays, c'est déjà le cas au Brésil, et ça sera le cas dans beaucoup de pays d'Afrique, eh bien, la France, qui joue en ce moment un rôle si important dans le commerce, dans l'alimentation africaine, sera larguée. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas passer sous silence. C'est l'obscurantisme. Finalement, je me souviens, je crois que c'était justement au CIRAD que les premières plaintes ont été portées contre les José Bové de ce monde. Donc je pense que là, il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec la science, qui a à voir avec l'obscurantisme, la politique, la base politique, et c'est vraiment dommage. Vous parlez d'or. Je suis comme vous, je dirais, scandalisé, parce que c'est de mon argent dont il s'agit. La recherche qui a été menée à Colmar, d'abord sous l'égide de Marion Guilloux, qui était à l'époque directrice générale de l'INRA, a été une culture qui a été faite dans le consensus. Madame Guilloux a mis des mois et des mois à mettre ensemble tous les protagonistes, y compris les ONG. C'est le Cournouet. C'est le Cournouet, c'est le fan leaf virus. Et c'est un virus pour lequel il n'y a pas de résistance naturelle. Vous ne pouvez pas trouver une vigne qui soit naturellement résistante à la maladie du Cournouet. Donc la seule manière, ce sont les agronomes et les généticiens qualifiés de l'INRA qui ont arrivé à cette conclusion, c'était le transfert de génétique, c'est-à-dire par la technique de mise en place par Roger Becci il y a longtemps déjà, à savoir immuniser la plante contre ce virus. Ça a été cultivé, il y avait des barrières, n'est-ce pas? C'était bien contrôlé, il n'y avait pas de pollen qui allait s'échapper. Et malgré ça, et je vous parle d'il y a assez longtemps, ils ont démoli, etc. On a perdu 15 ans de recherche. 15 ans de recherche ont été annihilés en une nuit de fauchage. Et ils continuent. Et ils continuent dans une certaine impunité. Parce que, bon, on les a mis, on leur a dit qu'ils allaient avoir 2 mois de prison avec sursis. Avec sursis, bon, c'était pas bien méchant, mais même ça, on les a libérés. Bon, écoutez, la justice, évidemment, est souveraine et nous n'avons pas discuté des décisions de justice, mais je suis personnellement profondément navré. D'ailleurs, il n'y a plus de recherche en France sur le terrain, sur les OGM. C'est fini. Et les compagnies de Nelly Magrin et d'autres font maintenant leurs recherches en Israël, aux États-Unis. Et ils vont être prêtes.
Et un jour, la France achètera ces technologies au lieu de les produire elle-même. Bon, c'est une question de temps. Mais la France a de l'aliment. Donc, elle n'a pas, si vous voulez, mais elle aurait intérêt, comme les États-Unis, comme le Royaume-Uni, comme l'Allemagne, à continuer à travailler et à avoir au moins des recherches au niveau expérimental, au niveau du terrain. C'est tout ce qu'on demande. Il y a le laboratoire, mais il y a le terrain. Ensuite, il n'y a pas de commercialisation. Mais vous verrez, quand le maïs résistant à la sécheresse sera commercialisé dans le Midwest, vous verrez ce que diront les maïsiculteurs du sud-ouest de la France, la région de Pau, etc., qui souffrent de sécheresse. Vous verrez leur réaction. Eh bien, ils vont monter, se plaindre en disant « Nous voulons ce maïs », comme le font les Espagnols sur 100 000 hectares déjà. Ce n'est pas le même. C'est un autre maïs, c'est le maïs 810 qui est chaque fois retoqué par le gouvernement français et qui est cultivé sur 100 000 hectares en Aragon et en Catalogne pour aliment d'élevage. Ce n'est pas pour l'alimentation humaine, mais c'est tout de même l'alimentation de l'élevage. Alors on va peut-être un jour dire la viande de ces bœufs, eh ben, elle est aussi génétiquement modifiée. Où allons-nous? Comme vous dites, c'est de l'idéologie, c'est véritablement de l'ignorance, et je suis désolé qu'un homme comme José Bové, qui a eu la formation, j'ai connu son père, c'est un grand physiologiste végétal, n'est-ce pas, affirme des choses de façon tellement scandaleuse comme de dire que c'est absolument mauvais pour la santé. Personne ne l'a jamais prouvé. Même Serralini, ça a été une catastrophe sur le plan, j'allais dire, de l'éthique scientifique. Les examens ont été mal faits, le nombre d'animaux n'était pas le bon, etc., etc. Donc, il n'y a pas de preuve que ce soit mauvais pour la santé. Les Américains en mangent depuis 1996. Alors, on ne voit pas de gastro-entérite, n'est-ce pas, transaméricaine. Bon, deuxièmement, je ne suis pas en train de faire vraiment le plaidoyer. À la limite, je m'en moque. Si les gens ne veulent pas des OGM, c'est parfait, qu'ils ne les prennent pas. C'est la liberté de choix. Je suis pour la liberté du choix. Mais qu'on ne condamne pas des choses au nom d'une fausse science. Ça, non. Qu'on les condamne en disant « je n'aime pas », parce que ça fait partie de mon idéologie, parce que c'est les multinationales, parce que c'est le tiers-monde qui s'ouvre, enfin n'importe quoi, je veux bien. Mais qu'on ne me dise pas que c'est scientifiquement fondé. Ce n'est pas vrai. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et qu'on détruise le travail de la recherche publique qui vit des contribuables, ça, c'est encore plus scandaleux.